On se retrouve bien sûr à midi tout à l'heure pour un point d'actualité. Avant de retrouver nos invités suivants, mesdames, messieurs, je vous propose tout de suite une bonne petite virée à l'est du pays, à Sétif en l'occurrence. On va voir un petit peu les atours touristiques de cette belle capitale des hauts plateaux. On va voir Sétif vraiment voilà, sous la facette touristique, je dirais tout simplement. Donc restez avec nous et à tout de suite. Malgré une vocation agro-pastorale et à un degré moindre une vocation industrielle forgée au fil du temps, Sétif a réussi à s'imposer comme une des destinations touristiques les plus prisées du pays, grâce notamment à des potentialités naturelles certaines, mais également grâce à la conjugaison des efforts des opérateurs touristiques. Les années passées, on a 30 hôtels et maintenant, on a 76 hôtels, capacité de 5531 lits. Le taux de remplissage des hôtels, le taux d'occupation est élevé. Toute l'année, de janvier jusqu'à aujourd'hui, on a 80% d'occupation. La wilaya de Sétif connaît une progression dans le domaine de voyage, où le nombre d'agences de voyage, 122 agences de voyage jusqu'à aujourd'hui. Ne comptons pas s'arrêter en si bon chemin. Les autorités locales à Sétif ont mis les bouchées doubles pour maintenir le cap à travers la réalisation d'ambitieux projets pour booster le secteur du tourisme, mais également pour créer de nouveaux postes d'emploi. Le nombre d'hôtels en cours de réalisation, on a 48 hôtels avec une capacité de 4400 lits. On a respecté le schéma directeur d'aménagement touristique qui prévoit en l'an 2025 au moins 12 000 lits. Les prévisions de fin 2019 l'ouverture les hôtels en cours de réalisation avec les hôtels en exploitation, on a 5 000 employés. Des efforts et des potentialités qui ne peuvent occulter les lacunes auxquelles les investisseurs privés font face. Ce qui manque au tourisme, c'est bien les écoles, la formation. Par rapport aux hôtels en cours de réalisation, عندهم programme اللي راهم ما يغطيش l'organigramme تاعهم ما يغطيش la demande اللي كاينه. Notre souci majeur, c'est le manque flagrant en main-d'œuvre qualifiée. Nous demandons donc au pouvoir public de remédier à ce problème. Nous leur demandons également de mettre un terme aux lenteurs administratives, car notre souhait est de servir notre pays par le biais du tourisme. Volontaires à souhait, les opérateurs touristiques de la capitale des Hauts-Plateaux semblent bien déterminés à aller de l'avant afin de maintenir cette région comme destination touristique de choix. Et oui, Sétif a toujours été considérée comme un véritable pôle touristique de l'Est algérien. Elle détient beaucoup, elle recèle énormément de potentialités également archéologiques absolument à visiter. Puis bon, pour découvrir un patrimoine tout autre, dans un autre registre, bien sûr, Nassiba est avec nous aujourd'hui. Bonjour Nassiba. Bonjour Adia, bonjour à vous tous. Ravie de vous retrouver tous les mardis. Oui, avec vous, on visite un patrimoine matériel, mais d'un autre genre, les arts plastiques. Les arts plastiques, tout à fait. Alors, ce qui a fait l'actualité cette semaine, c'est une exposition qui se déroule actuellement dans un hôtel de la banlieue d'Alger. Oui. Alors, avec nous, pour en parler ce matin, Djahida Wadef, bonjour. Bonjour Nessiba. Merci d'être des nôtres ce matin. Merci pour cette invitation. Vous êtes artiste plasticienne, un parcours, une œuvre, un parcours rythmé par de nombreuses expositions personnelles, collectives. On a déjà eu l'occasion et le plaisir de vous recevoir, Djahida Wadef, oui, ici dans Bonjour d'Algérie. Et vous avez eu à plusieurs reprises de retracer un petit peu votre parcours, les événements qui font l'actualité. Et cette fois-ci, c'est une exposition. Vous clôturez l'année. Exactement. Avec une exposition, il n'y a pas très longtemps, vous avez exposé à la galerie Mohamed Racine, oui, qui est gérée par l'établissement Art et Culture de la wilaya d'Alger. Et vous voici à nouveau pour clôturer l'année aussi. Oui, exactement. Une belle exposition qui se déroule actuellement. On ne va pas dire tout de suite, on ne va pas tout dire. On va pas tout dire. Alors, juste deux petits mots sur cette expo. Sans tout dévoiler, on va voir le reportage d'abord. Très bien, avec voilà, plaisir. Alors c'est une partie de votre collection qui est exposée.
Oui, d'abord merci beaucoup pour cette invitation. Vraiment, je suis très honorée de voir qu'on s'intéresse aux arts plastiques et qu'on est à jour et qu'on suit vraiment pas à pas ce qui se passe, toutes les activités qui se passent ici. Je vous remercie énormément, Nassiba Jaidir, pour tout ce que vous faites parce que j'en suis sûre et certaine, c'est un patrimoine qui va rester. C'est des documents qui vont rester dans l'histoire et qui vont toujours servir. Je vous remercie énormément. Je vous en prie, on fait notre travail, hein, notre boulot. Et en plus, beaucoup. c'est un travail d'équipe. Oui, c'est important. Et toute l'équipe, bien sûr, derrière vous, qui vous accompagne. Vraiment, c'est vraiment très, très important de pouvoir le faire et de le faire parce que franchement, c'est quelque chose de très, très important. Effectivement, mon exposition, je me suis lancée dans une dernière exposition de l'année que j'ai intitulée Aube. Aube, c'est justement de pouvoir finir l'année avec les couleurs, avec un bel espoir, celui de voir toujours des événements qui se passent ici chez nous sur la scène culturelle algérienne. Et Aube, elle est là justement pour clôturer une année et redémarrer avec une nouvelle lumière, avec un nouveau jour qu'on espère toujours qui apportera beaucoup de bien, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de nouvelles initiatives, des opportunités pour pouvoir encore donner de la visibilité à ce qu'on fait et puis transmettre ce travail qu'on fait et qui est tellement important pour l'être humain et pour l'évasion de l'âme. Tout à fait. Alors, on ne va pas en dire plus, si vous voulez bien. On va laisser les images parler. Voilà, on l'a suivi dans cette matinée de décembre. On a suivi Jahida Ouadef. Ah, vous en dites plus quand même. Voilà. Allez, je vais pas en dire plus. Ah bah si, je suis trop bavarde ce matin. Allez, tout de suite, les images vont parler à notre place. Il est à peine 10 heures. Jahida Ouadef arrive dans un hôtel de la banlieue d'Alger. Avant de rejoindre son espace expo, elle marque un temps d'arrêt à la cafétéria. Tout en prenant son thé, cet artiste peintre met à jour son mémo. Ce matin, elle reçoit des amis et des visiteurs pour leur présenter ses œuvres d'art. Ici, il y a des passages de personnes qui ne sont pas forcément amateurs d'art ou qui sont amateurs d'art et qui n'ont pas le temps d'aller voir les expositions parce qu'ils sont juste de passage rapide dans cet hôtel. Donc je pense que c'est une très bonne opportunité pour l'artiste de pouvoir encore montrer son travail et ouvrir le champ de la visibilité. Ses œuvres, une partie de son histoire, relativement colorée, si j'ai bien perçu et compris la dominante de ce qu'elle essayait d'exprimer, à travers l'image qu'elle essayait de refléter d'elle-même, à travers le temps, justement, et à travers les couleurs, et surtout l'importance qu'elle voulait déployer au travers au niveau de ses œuvres par rapport à la nature, à la terre. La visite se poursuit. Dans ses peintures, des souvenirs en mémoire s'étalent et s'enracinent. Des peintures qui témoignent de la sensibilité de l'artiste. Native de Ngawes, Ouadef a grandi dans un environnement familial propice à la création.
La passion qui l'anime la pousse à aller toujours plus loin dans son travail d'artiste. Un travail artistique qu'elle met en partage à chacune de ses expositions. Et l'art participe justement dans cette transaction, dans ces déplacements. Et moi, je trouve que c'est vraiment extraordinaire que l'art puisse participer à ça et garder des images comme ça, furtives, ne serait-ce que furtifs, d'un visuel, d'un vécu, d'un moment, d'une place. Les gens ils vont certainement se rappeler de certains détails, de certains coins des espaces qu'ils visitent. Et je trouve que ça, c'est magique. En fin de matinée, Djahida fait une pause dans le jardin de l'hôtel. Un moment de repos et de rêverie solitaire. Un moment où l'artiste laisse vagabonder son imaginaire. En elle, elle a un jardin bien fleuri, un jardin où elle cultive sa passion pour l'art. En fait, ne dit-on pas que l'art embellit la nature? Merci beaucoup, Nassiba. Je vous en prie. Voilà, on s'est un petit peu baladé avec vous dans cet espace donc, où Djahida Ouadef a mis une couleur, une touche, une empreinte. Oui, Djahida Ouadef qui est très près de la nature, en fait. Hein. Oui. Entre une visite et une autre, je le disais dans le reportage, vous marquez un petit temps de pause. Oui. Dans un jardin. Non, magnifique. Et vous jardin. laissez libre cours à votre imagination, vous rêvez, vous pensez, là, vous méditez. Exactement. Vous savez, quand on fait des expositions, en fait, on expose un état d'âme qui marque un temps précis dans un passé. Mais en fait, quand on expose, on est là justement pour récolter encore davantage des images, pour récolter encore davantage des émotions. Et je trouve que ça, c'est extraordinaire parce que le temps de montrer son travail dans une exposition, c'est un temps qui est très important pour l'artiste aussi, parce que c'est un temps qui va lui permettre de s'arrêter avec sa créativité, d'être dans l'ambiance de la créativité, mais en même temps, c'est aussi un travail qui est nécessaire pour lui, parce que c'est un travail qui va lui permettre d'échanger avec les autres, de partage, et il va se ressourcer encore davantage. Et c'est ça qui est magnifique, et je trouve que c'est extraordinaire d'être ici dans ce lieu-là, l'hôtel Mercure, changer encore les espaces permettra à l'artiste d'ouvrir son champ de vision et ça va lui permettre aussi de voir autre chose, aller vers un autre public et puis partager partager son monde avec d'autres personnes qui sont pas forcément des amateurs d'art ou qui aiment l'art, etc. Donc, oui, excusez-moi de vous interrompre. C'est la première fois que vous exposez dans un hôtel, parce que en temps normal, vous exposez dans des galeries, surtout publiques, je le dis bien, oui, je le souligne. Voilà, exactement. Dans des musées et d'autres espaces, mais là, apparemment, c'est la première fois. Oui, vous avez été invitée ou J'ai été invitée par le responsable de l'hôtel Mercure, que je remercie énormément. Alors, pardon, excusez-moi, vous citez une fois. Hein. Là, c'est la deuxième fois que vous citez l'hôtel. Ah, d'accord, très bien, pardon, désolée. D'accord. Donc, voilà, j'ai été invitée. Et puis, bon, je me suis dit, parce que je venais juste de terminer une exposition importante à la galerie Mohamed Al-Hassim. Et comme j'étais vraiment très fatiguée, j'avais besoin de me reposer, reprendre encore le souffle pour pouvoir exposer. Parce que vous savez, une exposition prend énormément d'énergie à l'artiste parce que c'est tout un programme qui va le couper de son travail du quotidien. Donc vraiment, c'est énormément de travail. Donc je me suis dit, vraiment, c'est une opportunité pour moi, comme je le disais, de finir l'année. En même temps, je me suis dit, ça va être aussi une possibilité pour moi de montrer mon travail. Effectivement, moi, mon travail, j'aime bien le montrer dans des lieux publics. Voilà. Où l'entrée est libre, accessible à beaucoup de personnes. C'est pour ça que j'aime bien les lieux publics, j'aime bien les espaces ouverts, j'aime bien les espaces qui sont en plein dans la ville et qui sont voilà, accessibles. Tout à fait. Voilà. Et l'espace est offert gracieusement. Hein. Oui, exactement.
il l'a offert gracieusement, contrairement aux galeries publiques où il y a un pourcentage, quand il y a une vente, il y a un pourcentage à remettre aux galeristes. Voilà, exactement, oui. C'est vrai que bon, les espaces changent de fonction. Chaque fois qu'on va dans un lieu, il y a toujours des conditions auxquelles l'artiste va suivre. Et bon, c'est vrai que dans les galeries privées, leurs conditions, c'est normal, c'est des conditions commerciales qui permettent à la galerie de fonctionner, de rassembler les fonds nécessaires pour pouvoir continuer le travail. Mais bon, moi personnellement, les espaces publics m'intéressent énormément parce que c'est des espaces qui ne sont pas restreints. Généralement, les galeries privées, ils ont leur public qui fréquente généralement les galeries, qui est habituel, un public habituel. Mais par contre, les espaces publics, c'est pas forcément des connaisseurs. Voilà, des connaisseurs, ou un public averti. Jahida Wadef. C'est Monsieur Tout le Monde qui vient. Exactement. Si on prend l'exemple de la galerie Mohamed Al-Hassim qui a pignon sur rue, elle est en plein centre-ville. Elle est très très bien située. Vous avez fait l'expérience il y a quelque temps de ça, où vous avez exposé une belle collection qui vous a pris énormément de temps. Exactement, oui, c'est vrai qu'avec les expériences, en fait, on fait des constats. On fait des constats de tout ce qu'on réalise et on remarque la différence entre un lieu et un autre. On remarque aussi le fonctionnement, le public qui fréquente ce lieu ou un autre. Et c'est vrai que vraiment la galerie Racim, j'ai énormément aimé parce qu'elle est en plein centre-ville et c'est une galerie qui a son prestige, qui a reçu de grands noms de la peinture algérienne. Exactement. Et actuellement, elle est gérée par l'établissement Art et Culture. Exactement. Donc voilà, c'est vraiment ces lieux-là, ils sont nécessaires pour l'artiste pour pouvoir être accessible, pour pouvoir faire connaître son travail à des grandes masses, à un public important. Donc je pense que vraiment, il est nécessaire qu'il passe par ces espaces-là et qu'il montre son travail. Effectivement, c'est des espaces qui sont très très grands en fait, parce qu'il nécessite quand même un grand travail, parce que vous savez, Nassiba, que les espaces, c'est important avant d'aller dans un espace, de voir l'espace, comment il est fait. Pour la scénographie, il est prêt à combien d'œuvres, à prendre combien d'œuvres. Tout à fait. Alors, en parlant d'espace, vous avez eu aussi à exposer à l'Institut culturel Cervantes. Oui. Et ça a été une belle expérience pour vous il y a une année. Peut-être qu'on peut revoir, si c'est possible, côté régie, quelques images. Ah, vous avez des images, c'est extraordinaire. Ça, oui. Bon, on vous fait la surprise aujourd'hui. C'est bien, c'est une belle surprise, vraiment. Je suis contente. Vous allez replonger dans le monde de Picasso. Vous avez travaillé sur l'œuvre de Guernica. Oui, effectivement, oui. Et vous étiez en plein dans le personnage, sur l'œuvre, et vous avez travaillé avec un collectif d'artistes. Oui. Donc, je ne sais pas si on est en train de voir. Si on voit l'interprétation de Jahida Wadef. Alors, chaque artiste a interprété à sa manière, a replongé dans l'œuvre de Guernica, une œuvre phare de Pablo Picasso. Oui. D'abord, les animaux ont changé, les couleurs ont changé. Et là, on vous voit à l'œuvre en train de travailler. Ça a été une belle expérience aussi, très belle expérience, oui. Vraiment, j'ai énormément aimé ce workshop qui était vraiment très intéressant. C'était un workshop qui nous a permis d'abord de vivre le monde de Picasso et en plus de ça, il nous a permis de rencontrer les artistes, côtoyer les artistes, parce que vous savez, en général, l'artiste, il est très retiré dans son espace quand il travaille, surtout quand il se fait sortir ce qui est à l'intérieur de lui. C'est quelque chose qui est très, très intime et donc le montrer à tout le monde, c'est pas évident. Mais là, c'était particulier. Guernica était une œuvre en noir et blanc à l'origine, donc c'était juste après une guerre sanglante. Exactement. Donc c'était une œuvre majeure de Picasso qui était assez triste. On vous voit dans une interprétation en couleur. Si Picasso était en face de vous, qu'est-ce que vous auriez aimé lui dire? Parce que là, on a vu ce que vous lui avez dit en couleur. Mais là, drôle de question. Il est en face et vous avez envie de lui dire quelque chose après cette interprétation. Ah oui, je vais me cacher. Si Picasso est en face de moi, je vais me cacher. Et je vais lui poser certainement une question importante pour lui dire comment vous avez trouvé
toute cette énergie pour pouvoir réaliser toutes ces œuvres extraordinaires. Oui. Parce que vous savez, Picasso, il a différents quand même... états. Ah oui, mais Picasso, il ne s'arrêtait pas. Il n'arrêtait pas de produire, Très de travailler. prolifique, il a travaillé sur différents supports. Oui, oui. J'ai eu l'occasion de voir une de ses expositions, une exposition rétrospective, c'était au Muséum à Marseille, mais c'est extraordinaire, c'est incroyable ce qu'il a réalisé comme œuvre d'art. Il a travaillé sur différents supports. Non, c'est extraordinaire. Il est dans parce pratiquement que tous les musées du monde. Voilà. Oui, non, mais il a réalisé quand même, vous savez, parmi les artistes de son époque, il était quand même quelqu'un qui avait de l'audace d'abord, il était audacieux, et donc il s'arrêtait pas, et puis bon, il disait son mot, il soignait pas les personnes qui sont en face de lui, il avait son caractère tout à quand fait. même. Voilà. Mais vous n'avez toujours pas répondu à la question de Radia. Si, elle a dit, je lui demanderai comment il a fait, d'où est venue cette énergie. Oui, mais en partie. Hein, et bon, par rapport à la couleur, si vous deviez parler de la couleur. De la couleur, oui, parce que bon, Picasso, il avait son monde, et puis le sujet spécialement de Guernica, c'était pas un sujet qui s'apprêtait à la couleur. Donc moi, je vis ici, en Algérie, avec ce pays merveilleux qui est plein de lumière. Comment voulez-vous que je vais suivre Picasso alors que je vis dans ce contexte-là, je vis dans cette lumière-là? C'est impossible de suivre Picasso, bien que je respecte ce qu'il a fait. Mais j'ai mon monde à moi, je ne peux qu'interpréter ce que je ressens, où je suis et dans la culture où je suis. C'est vrai que l'art, il est international, mais on ne peut pas vraiment... Les animaux, voilà, les animaux que vous apportés à cette œuvre sont assez particuliers. Il y a quand même cette expression qui rappelle quand même, l'expression de Guernica. Et chacun d'entre vous, au cours de la résidence, a travaillé à sa manière, a interprété à sa manière. Il y avait aussi chacun il a apporté sa touche aussi. Chacun a apporté sa touche. Oui. Et en parlant de couleurs, rien que de la couleur, beaucoup de couleurs, on va revenir un petit peu sur votre travail, le travail que vous avez réalisé au travers de vos expositions. On va revoir peut-être quelques images si on a encore un peu de temps. Je ne sais pas de quel temps on dispose. Le temps que les images soient prêtes. Voilà, j'ai envie de dire aussi que vous avez vu de quelle manière elle nous a présenté un peu son travail au début. C'est plein de poésie. Et puis, nous sommes à la veille de la nouvelle année universelle et Jahida Ouadef a pour habitude de poster des articles qu'on lit avec beaucoup d'attention. Oui, elle est très active. Voilà, c'est écrit avec sur les réseaux sociaux et d'amour. Vous m'avez préparé aujourd'hui. Alors, est-ce que votre mémo pour 2019 est déjà prêt? Est-ce que votre texte, ce que vous avez envie de dire? Pas encore. Voilà, peut-être. Mais j'avais écrit un mot pour l'exposition Aube, dans lequel je demandais à l'être humain, à l'homme, de s'arrêter et de se positionner en une position allongée, de se détacher de la ligne d'horizon et de voir le ciel et de s'évader dans cette immensité, parce qu'il n'y a rien qui peut nous accrocher que notre imaginaire. Et ça, c'est important de pouvoir s'accrocher à notre intériorité, parce que voilà, c'est compliqué que l'homme puisse se comprendre d'abord et exprimer son intériorité. C'est pas quelque chose d'évident. Donc on essaye à chaque fois, et heureusement qu'il y a les arts qui nous permettent, parce que c'est le seul moyen qui nous permet de se rapprocher, de voyager à l'intérieur. Voilà, de se rapprocher de nous-mêmes et de pouvoir montrer notre image, matérialiser cette image qui est à l'intérieur de nous-mêmes, qui est abstraite, qu'on ne comprend pas, que même les grands scientifiques ont essayé de comprendre, parce que c'est pas une science exacte, c'est justement divin, tout simplement. C'est bien dit. Merci. Bravo. Merci. Je vous l'avais dit. Merci beaucoup. Je vous l'avais dit, je m'y attendais. Bravo, c'est plein de poésie et on s'attend vraiment à un très beau texte pour 2019 également. Inch'Allah, donc en tout cas, vous avez amorcé avec les téléspectateurs. Vous m'avez tendu la perche pour souhaiter une très bonne année aux Algériens, à vous, que cette nouvelle année nous apporte que le meilleur, Inch'Allah. Merci Jahida, on vous souhaite aussi une très très bonne année. Merci Jahida, beaucoup. beaucoup de bonnes choses et une
carrière artistique bien remplie, une très belle carrière artistique. Et beaucoup d'opportunités. Il y a déjà 30 ans, hein, c'est 30 ans de carrière, Djaïda. C'est excellent. 30 ans, c'est excellent. 30 Comme ans de le temps carrière. passe vite. Oui. Hier encore, j'avais 20 ans. Eh oui, tout le monde. Eh oui, en tout Nasiba, cas. on vous retrouve l'année prochaine déjà. Bah non, on sera ensemble. Oui, l'année prochaine. finalement. Déjà. Mardi prochain, ça sera le premier. Mais on sera ensemble. Oui, Puis on présentera nos vœux. Ah bah, En temps voulu. on les réserve pour le On moment. les réserve, voilà, on les réserve. Avec de belles surprises De également. belles surprises, oui, pourquoi pas, bien. pourquoi pas l'année prochaine donc. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. passez une excellente fin de journée. Merci beaucoup, Merci Rabia. encore, Merci pour Jaïda, cette d'avoir été invitation. avec nous encore Vraiment, une fois. c'est Et sympa. bon vent pour cette belle exposition. Inch'Allah. Qui Merci se beaucoup. poursuit jusqu'à quelle date Jusqu'au 31, jusqu'à la dernière minute de l'an 2018. Vous serez présent toujours, pratiquement tous les jours ou de temps en temps Oui, voilà. je ne peux pas être présente Non, tous les tous jours, les mais jours, je suis mais, présente de temps en temps. Et quand j'y vais à l'expo, je donne rendez-vous sur les réseaux sociaux pour leur dire que je suis là. Ah, très bien. Ceux qui veulent venir m'approcher, me parler, partager avec moi ce que j'expose, ils sont les bienvenus. Voilà. Ok, Merci beaucoup. Bonne chance. Et Merci. donc voilà, donc l'aube s'achèvera bien sûr avec la levée du premier jour de l'année 2019. Et avec une belle lumière, Inch'Allah. Une très belle lumière. Inch'Allah. Merci infiniment. Merci. Et puis on reste dans cet esprit poétique. On va transiter vers l'invité suivant par le biais d'une chanson interprétée par un gentil duo, Houda Saad et Mehdi Mhamdi, qui reviennent sur une chanson du patrimoine algérien, Chahlet Layan. تنساني تنسى وكري وحزاني ونعود لك غريب براني يستاهل اللي يعشق القلوب اللي ما يحنو يستاهل اللي يعشق القلوب اللي ما يحنو قلوب ثالث ليالي اللي غرامها براني صحارني وبكاني والوقت كيف ساهل وفراقك ما قدرت عنه والوقت كيف ساهل فراقك ما قدرت عنه Et bien sûr, notre invité suivant est relatif au Festival international du théâtre professionnel qui se déroule actuellement au niveau du théâtre national algérien, Mahidine Bachtarzi, jusqu'au 31, jusqu'à la dernière journée justement de cette année 2018. Bienvenue à Monsieur Mohamed Mediouni qui nous vient de Tunisie. Donc vous êtes critique d'art et puis vous êtes l'ancien directeur de l'Institut supérieur d'art dramatique, l'ISAD de Tunisie. Donc c'est dire un petit peu que vous avez un lourd passé relatif au 4e art et c'est ce qui vaut votre présence à ce festival, j'imagine. Vous avez donc tout un savoir-faire
mis au service justement du jury du festival. Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Et j'aime bien le lourd passé là. Vraiment... je dois être jugé pour cela. En fait, quand je dis lourd, ça pèse de par la qualité de l'expérience. Merci beaucoup, oui, je sais. Oui. Donc c'est pour plaisanter. Bien sûr. Donc merci beaucoup pour cette invitation. Oui, j'ai eu le plaisir d'être invité pour faire partie du jury du prix. Oui. Moustapha Keteb, des études théâtrales, que je trouve une initiative très intéressante, très intelligente, qui essaie de ramener un peu les chercheurs dans les domaines du théâtre et même d'autres domaines à s'intéresser au théâtre et spécialement au théâtre algérien. C'est vrai, c'est une motivation qui va peut-être mettre c'est vrai que ça va mettre en lice ce type de personnes, mais en fait, ça va encourager aussi ceux qui ont déjà amorcé des recherches à se mettre en avant, j'imagine. Oui, certainement, mais je pense qu'il s'agit d'une stratégie. Moi, j'ai compris un peu la stratégie... Parce qu'on est quand même à la 13e édition. C'est maintenant que... Non, là, c'est la première édition. Non, la première édition du prix, mais à la 13e édition du festival. C'est-à-dire que le prix n'a pas suivi dès le départ. C'est nouveau. C'est nouveau. C'est une nouvelle initiative. C'est nouveau, oui. Je pense que c'est très intelligent, comme je viens de le dire, de penser à créer un prix parce qu'il est déjà orienté. C'est focalisé sur... les études. Non, essentiellement sur le théâtre algérien. Tout à fait. Mais d'une façon plus réfléchie. On essaie d'en parler, mais d'une façon, disons, plus approfondie. Une approche qui utiliserait des moyens, des méthodes, une méthodologie. Et ça mettrait en exergue l'effort théâtral algérien et en plus il peut ouvrir des perspectives combien grandes et importantes. De par vos écrits, moi j'ai retenu un article qui vous décrit comme étant un archéologue. Un archéologue du théâtre. Oui, vous parlez là de mon livre Al-Halqa al-Mawouda fi Tarikh al-Masrah al-Arabi. Le maillon estompé, de l'histoire du théâtre arabe est un ouvrage que vous avez donc écrit. Commis, c'est votre avant-dernier ouvrage. Oui, il s'agit au fait d'un travail de recherche qui a mis en question énormément de près, parce que lorsqu'on parle du théâtre arabe, généralement on part de Maroun Naqash 1847, et puis après on saute vers le Qabbani 1880, et puis après il y a une zone qui est pratiquement non reconnue. Oui. Alors moi je suis tombé sur un livre, un article. Un trésor. Un trésor. Pour rester dans le jargon des archéologues. Voilà. Un vrai trésor qui est passé sous le nez de beaucoup de gens et surtout devant des gens qui passent pour des autorités. Oui. Et qui ont commis justement le fait d'en parler sans avoir réellement lu le contenu de ce livre-là, qui pose la question parce que je pense que tout le monde sait que le théâtre dans sa forme occidentale est nouveau pour la culture arabo-musulmane. Tout à fait. Parce je ne parle pas de... Il a des origines un peu gréco-latines. Voilà. Donc, je ne parle pas de la théâtralité qui est propre à tous les peuples. Donc, cet article-là parle, en le lisant, j'avais l'impression de quelqu'un qui a non seulement lu Aristote, mais qui l'a bien travaillé. Il parle de la dramaturgie. Tout à fait. Et ça, en 1896, s'il vous plaît. Oui. Alors que la poétique d'Aristote, la traduction moderne de la poétique, ça s'établit en 1952. C'est-à-dire 56 ans avant, le monsieur savait... il était déjà précurseur. En avance sur son temps. Voilà, donc je me suis posé la question, pourquoi on n'en a pas parlé? Est-ce que réellement il n'a pas eu un effet sur ses contemporains et les gens qui sont après? Donc, et en plus, l'aspect recherche archéologique, c'est parce que lui, il a cité énormément, il a utilisé des citations sans les préciser. Donc j'ai travaillé
Il y a eu un travail de fouille. De fouille. Je suis revenu au 19e siècle, les textes du 18e, du 19e, et finalement j'ai établi le texte. Il est lisible, toutes les références sont précisées, et pour moi, donc, on ne doit plus parler de pionnier que de Naqash. Il s'agit d'un autre pionnier qui est Najib Habiqa, c'est qui est un dramaturge libanais. Voilà, qui a été le pionnier au niveau de la culture arabe, parlant de la dramaturgie et incitant ses contemporains de comprendre la structure de l'écriture dramaturgique, et essentiellement en faisant des références très précises sur en utilisant évidemment les œuvres des maîtres dans ce domaine depuis Aristote. Oui, en marge du festival, en tout cas, on vous voit en coulisses avec un ouvrage qui est présenté au public, Masalik ila al-Masrah fi al-Maghrib al-Arabi. Et pour preuve de ce qu'on disait, pour étayer justement, il y a l'image que vous avez choisie est une image archéologique. Donc on va essayer. Exactement. Voilà, c'est un théâtre romain. C'est le théâtre de Boula Regia, qui est à côté de ma ville, Jandouba, de la Tunisie. C'est l'un des théâtres très, très, très prestigieux, et il a des qualités très précises. Oui. On sait un peu donc voilà, le livre, c'est une étude critique. Et là, comme vous voyez, je parle du théâtre au niveau du Maghreb arabe, donc de l'Algérie, de la Tunisie et évidemment du Maroc. J'imagine que vos premières pensées par rapport au théâtre se sont faites sur ces petites, voilà, comment dire, sur ces dalles, ces gradins. Oui, c'est bien cela. Parfaitement. Et ben, on comprend un petit peu votre intérêt pour le 4e art, ce qui vous a amené plus tard à devenir directeur carrément de l'Institut supérieur d'art dramatique, l'ISAD, et vous êtes critique d'art. Votre présence au festival va certainement apporter, comment dire, une qualité, une plus-value dans la mesure où vous êtes un des connaisseurs du théâtre arabe, donc y compris le théâtre algérien. Ouais. Donc, si vous deviez nous parler du théâtre algérien, quel serait ce maillon peut-être égaré ou un petit peu mis à l'écart dans le théâtre algérien? Bon, je ne vais pas me spécialiser dans les mais je pense que le théâtre algérien est un théâtre qui a beaucoup de spécificités, et je pense à partir déjà de l'aspect du rapport, en parlant de Mostafa Keteb, du feu Mostafa Keteb, entre le théâtre et la dimension patriotique de la lutte pour la libération. Donc le théâtre était un vecteur de citoyenneté et essentiellement de lutte, pas forcément une lutte directe, mais qui permettait à pouvoir voir son image. C'est très important. C'est déjà très important à l'époque, que l'Algérien se voit sur scène. Vrai. Se voit dans toutes ses possibilités. Il peut même rire de lui-même. Énormément d'humour dans les premières représentations théâtrales. Le trio, Bachtarzi, etc., Lalo, c'est très important cela. Je pense que ça, c'est déjà une spécificité. La deuxième, c'est à partir de l'indépendance, la création du TNA. Qui était un exemple, voilà, donc avec ses espérances, voilà. Je pense qu'il y a eu des problèmes, ça n'a pas marché comme ça devait aller, puisqu'il y a une évolution du théâtre, il y a certainement des difficultés, et voilà. Donc, et puis des étapes vécues par une société, qui influencent sur l'art, sur les artistes. Et surtout sur les institutions. Les institutions. Parce que l'État national, qui s'occupe du théâtre, oui, mais ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. L'État ne peut pas tout assumer, ne peut pas garantir un théâtre. Il faut qu'il y ait toujours ce secteur public qui est ouvert, qui permet aux capacités artistiques, aux différentes sensibilités de s'exprimer, mais il faut à côté, et je pense qu'il y a... Des compagnies indépendantes, voilà, il commence à y en avoir. Je pense qu'il y a cette expérience-là. Oui, en tout cas le Festival de Carthage, qui est vraiment de renommée mondiale, ou je dirais, et puis même qui a son rayonnement sur le monde arabe, a reçu, par exemple, les grands noms de Masrah al-Qal'a,
plusieurs fois primé, donc Masrah al-Qal'a, lors de ce prestigieux festival. Et bien sûr, qui dit Masrah al-Qal'a dit Sonia, qui est à l'honneur lors de cette édition. Sonia, feu Sonia, c'est une amie, c'est une grande artiste. Elle est connue par les Tunisiens, elle est aimée par les Tunisiens. On la considère comme une Tunisienne. Je citerai aussi, évidemment... Elle est qualifiée de reine lors de cette édition, parce que la conférence qui lui est consacrée, on parle en ces termes, donc reine du théâtre. Moi, je pense qu'elle le mérite bien, et c'est bien gentil de lui attribuer ce qualificatif, parce que réellement, elle était reine, et surtout, elle aimait son art, elle y croyait. Et je pense que toute sa vie a été pour cet art, pour le théâtre algérien. Moi, j'allais parler aussi de pas mal d'hommes de théâtre et de femmes de théâtre algériens et algériennes qui sont très connus en Tunisie. Je serai évidemment en Mostafa Keteb, mais aussi Alloula, Feu Alloula, le Majoubi, etc., qui sont très pour ne citer que ceux-là qui étaient très régulièrement donc, au festival. Et je pense que les hommes de théâtre au niveau de la Tunisie et de l'Algérie ont des relations très avancées. Ça dépasse l'appartenance à cet État ou non. Ils appartiennent à ce royaume du théâtre, puisqu'on parle de reine. Oui, en parlant de royaume, justement, c'est un petit peu les artistes, les hommes de théâtre algériens ont séduit le public tunisien, entre autres, par un théâtre expérimental qui allait au-delà des gradins, au-delà des planches, qui un petit peu investissait toute la scène. Est-ce que vous avez été marqué par cela? Est-ce que vous en gardez un souvenir? Oui, je pense qu'il y a eu toujours des expériences très intéressantes depuis le festival du théâtre maghrébin. Qui se tenait à Monastir. Et après, on a eu droit à des pièces très légères, Bengataf, deux pièces, je ne sais pas, j'ai oublié, des pièces cuisine. On a eu aussi droit à des pièces de Nazim Hikmet, et aussi des écritures de Katib Yassine. On a aussi, je parlais de Feu Alloula, donc Homq Yassine, je pense, c'est le fou un journal d'un fou. Et dernièrement, je pense qu'on a l'avant-dernière session des JTC, on a eu droit à une pièce très intéressante qui trouve son écho en Algérie, essentiellement. C'est au fait l'Hadra, je pense. L'Hadra, il y a eu Torshaqa aussi. Il y a l'Hadra, كيفاش fait l'Hadra ولا تاع محمد شرشال. Oui. Tout à fait. Voilà moi, je n'ai pas retenu moi-même le titre, vous savez. Voilà. Là, au fait, arrêtons de parler. Donc, en tout cas, il est temps de parler pour vous lors du jury qui va justement siéger. Donc, dans peu de temps, vous allez les rejoindre. Moi, je suis jury des recherches. Hein. Très bien, oui. Bien sûr, parce que c'est le prix Mostafa Keteb qui est consacré aux études en théâtre relatives au théâtre algérien. Donc, on vous souhaite vraiment de passer une excellente journée avec les autres membres du jury. J'espère que la crue de cette année sera intéressante et que vous allez tomber sur des penseurs en théâtre qui seront très intéressants, qui vont vous étonner. Merci beaucoup pour cette invitation de nouveau, et certainement que le départ est là. Le point de départ de cette compétition au niveau des recherches est là. Et je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de choses intéressantes dans les années qui viennent. Très bien. Rappelons également au passage que le théâtre tunisien est également à l'honneur par le biais d'une conférence itinéraire. Donc le théâtre tunisien, itinéraire et questionnement. C'est bien cela. Vous y prendrez pas? Oui, je vais en parler. Voilà. Très bien. Merci infiniment. Donc, Monsieur Mohamed Medioni, donc je rappelle que vous êtes critique en de théâtre et puis également donc membre du jury du Festival international du théâtre professionnel d'Alger. Voilà, merci de nous avoir fait le plaisir de prendre un petit moment avant justement que le jury ne siège. Voilà, on vous laisse les rejoindre. Et puis, mesdames et messieurs, vous qui êtes avec nous, on va parler encore de patrimoine dans cette émission. On va mettre un gros plan sur la création, ou plutôt la confection et la production du gombri. C'est du côté de Béchar. Et ce process de production et de réalisation a été suivi par Nesrine Ben Saïdi.
Atelier Yamani met tout son savoir-faire pour la fabrication de l'instrument Goumbri. Un travail minutieux né de la passion et de l'amour du métier qui demande patience et précision. Fabriqué à base de peau de dromadaire, de boyaux de chèvre, de bois de noyer et de saule, El Goumbri est un instrument de musique spécifique au troupe Gnawa, dont l'origine remonte à 5 siècles en arrière. Cet instrument est un instrument moderne et ancien à la fois. C'est un instrument qui apaise le corps et l'âme. Un luth à 3 cordes avec une caisse en forme allongée et d'un manche long et arrondi qui se termine par la sarsara, sorte de hochet mise en mouvement par les vibrations des cordes et qui permet d'obtenir un double registre de basse et de percussion. Je n'échangerai mon activité pour rien au monde. Je suis passionnée par la musique gnawi. La fabrication de l'instrument traditionnel est un domaine très intéressant. À travers cette activité, je découvre les richesses de chaque région. Le Goumbri a longtemps animé les belles soirées gnawi et les registres du Diwan Sahraoui. Et notre invité s'est bien installé, donc voilà, on m'a prise par surprise pendant que je reprenais mes feuilles. Bienvenue à Dunia Rahmin, donc notre invité passionné, donc qui a choisi, elle et son époux, un défi pas facile du tout. C'est bien cela? Oui. Alors c'était quoi le défi, hein? Allez, on trêve de mystère. On a lancé la première académie de robotique pour les enfants en Algérie. Très bien. Donc on essaye d'apprendre aux enfants à programmer des robots, à développer des jeux vidéo, tout ce qui est atelier technologique. Donc c'est l'enfant qui est en vous qui a parlé, si j'ai bien compris. Oui. Vous rêviez de robots vous-même quand vous étiez enfant, votre mari peut-être? Comment ça se passait? En fait, oui, on a toujours été passionnés de robotique et on a vu que ce type d'initiative existait à l'étranger. Donc ça fait partie du cursus scolaire. Les enfants apprennent à l'école à coder, à programmer des jeux vidéo, programmer des robots. On s'est dit pourquoi ne pas offrir cette opportunité aux enfants en Algérie. Oui, j'imagine leur bonheur, les petits bricoleurs, les petits curieux que nous avons. J'imagine tous ces petits bambins qui adorent justement cette petite combinaison entre la mécanique et l'électronique. Alors, vous avez des petits prodiges dans les classes? Vous avez des enfants brillants? Oui, les enfants sont très intelligents. Nos enfants sont très intelligents. Et ce qui leur manque, je pense, c'est ce type d'environnement où leur créativité peut s'exprimer. Donc, ils peuvent laisser libre cours à leur imagination, innover, tester. Nos ateliers sont à 95% pratiques. Donc, quelques notions théoriques, mais beaucoup de pratiques pour que les enfants testent. Et c'est ludique aussi. Donc, ils apprennent tout en s'amusant. C'est ludique, en tout cas, nous allons pouvoir voir de très près ces enfants dans les ateliers que vous décrivez grâce à un reportage réalisé par notre collègue Nour El Houda Bouzgaou qui s'est déplacé dans cette académie de robotique, je disais. Et voyons un petit peu ce qu'elle nous a collecté comme image. Dans les désordres. 1, 3. Les enfants qui viennent ici découvrent un nouveau monde. C'est quelque chose qu'ils avaient peut-être vu à la télé, mais qu'ils n'avaient jamais expérimenté. Donc ils viennent ici, il y a eu toute une équipe de formateurs qui sont issus de nos meilleures écoles. On a des formateurs de l'ENI, des formateurs de l'INELEC, des formateurs de la grande université de l'USTHB. Donc il y a aussi un programme pédagogique qui est au standard international. Donc ce qu'on fait, c'est apprendre aux enfants, à travers des ateliers ludiques, à programmer des robots éducatifs. Bonjour. Alors, le but premier de notre atelier, c'est d'apprendre aux enfants comment programmer des robots éducatifs. Par programmer, on veut dire comment leur donner des ordres pour les exécuter lettre par lettre. Mais on ne va pas faire que leur apprendre cette façon de programmer, mais aussi s'amuser un peu. Donc des fois on fait des quiz, créer des petits jeux vidéo, des animations, mais aussi les programmes, ce n'est pas des programmes fixes. Donc on a l'habitude, pour qu'ils programment, ils jouent avec les robots en même temps.
c'est ce qu'on fait dans notre atelier. Alors comment se fait le travail avec les enfants? Les enfants, comment ils répondent à ce programme-là? Alors, surtout que c'est une nouvelle initiative, oui, les enfants n'ont pas déjà, avec ce genre les enfants qui sont ici, il y en a ceux qui étaient avec nous depuis février 2018, donc le début de l'année. Et on voit à chaque fois, ils veulent apprendre encore plus, et encore plus, et encore plus. Là, quand ils veulent apprendre encore, mais aussi s'amuser. Les parents, quand je parle avec les parents, ils me disent mon fils, il est impatient pour que le vendredi arrive. Il a l'habitude de dormir tôt le vendredi matin, mais maintenant non. Il se réveille à 6h, à 7h du matin pour venir ici. On était à Hidra, maintenant on est là. Ils ont fait le changement et ils sont venus avec nous pour continuer la formation et tout. Donc ils apprécient beaucoup cette formation-là. Oui, la programmation, c'est de donner un robot qui est applicable sans aucune faute. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe? Oui, c'est à l'aide d'une application qui a des blocs, bien, des choses spécifiques pour chaque robot. On les place en ordre, on les ordonne, puis on l'envoie sous forme de code pour le robot. Et puis ça s'exécute. La programmation, c'est comme on fait des ordres pour le robot. Oui, vas-y. Et après, il applique. Tu peux me dire comment on programme un robot? Tu peux m'expliquer? Il faut faire une application. La programmation d'un robot, c'est lui donner des ordres pour qu'il fasse quelque chose. Par exemple, pour qu'il roule sans tomber, avec plein de programmes. Et tu fais ça comment? Avec des logiciels de robots, avec des ordinateurs, des téléphones. J'ai programmé mon store. Après, on a fait un jeu vidéo avec Scratch. D'accord, tu peux m'expliquer comment tu as fait tout ça? Avec tout simplement, j'ai ramené un robot, je ramasse une application et je commence à le programmer. Et comment tu fais pour programmer? Tu peux m'expliquer? Comment dire? J'utilise les logiciels et pour le faire marcher ou le faire parler ou le faire Et voilà, ces petits bambins très timides, mais qui ont l'air quand même très contents de leur cours. Oui, ils s'amusent beaucoup. Hein. Il faut dire qu'une des choses, comme l'avait mentionné le formateur, c'est que les parents nous disent que les enfants se réveillent très tôt. On a un atelier qui commence à 9h le vendredi, et c'est eux qui réveillent leurs parents, aller à la robotique et tout. Ils adorent. Il y a des enfants qui sont avec nous depuis plusieurs mois, presque une année. Donc on est très contents d'avoir ces jeunes ingénieurs, comme on les appelle. Ah ben, formidable, ça fait déjà une année, donc vous avez déjà soufflé une bougie pour l'académie. Aujourd'hui. Aujourd'hui, donc c'est une date anniversaire. Exactement, oui. Happy birthday. Merci beaucoup. Merci et pour... puis voilà, vraiment toute la réussite, Inch'Allah, à cette académie, et vraiment une continuité dans ce travail. Je vous imagine maintenant, durant les premiers pas, vous êtes venu porteur de projet, donc vers une administration ou une banque, je ne sais pas, et vous avez présenté le projet. Quelle a été la réaction? J'imagine que vous étiez seul sur le terrain, non? Oui, c'est en fait la start-up a démarré il y a quelques mois, aujourd'hui une année. C'est vrai que pour trouver un financement, ce n'est pas évident. Donc moi j'ai mis avec mon mari, on a mis nos fonds personnels. Donc on croyait vraiment en ce projet. Et c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Donc on a mis nos économies dedans et même
même si on est toujours dans la phase de se faire connaître et mettre les choses en place, mais il y a beaucoup de satisfaction quand on voit les enfants heureux et qu'ils apprennent et qu'ils ont l'opportunité d'apprendre à programmer dès le jeune âge. À partir de 6 ans, ces programmes sont offerts aux enfants à partir de 6 ans. Très bien. Et comment est-ce que quand ils arrivent, les enfants, quand ils font leur premier pas dans l'académie, est-ce que vous avez conscience de leurs rêves, de leurs attentes? Parce que j'imagine qu'ils regardent du matin au soir leurs mangas, qu'ils sont toujours friands de films hollywoodiens où l'on voit les Transformers et puis j'en passe. Donc comment est-ce qu'ils arrivent? Avec quel état d'esprit? Alors, c'est en fait, on a une formule journée découverte. Donc, il y a, durant ces journées-là, les enfants viennent et touchent un peu à une variété d'ateliers. Et là, on peut détecter, si vous voulez, les passionnés. Ils veulent plus, ils veulent s'inscrire à un programme annuel, donc c'est tous les mois. Et là, moi, ce que je dis aux parents, c'est qu'il faudrait qu'on fasse découvrir plusieurs disciplines, si vous voulez, à nos enfants. Il y en a qui seront passionnés par les arts, il y en a que c'est la musique. Et il y a cette catégorie qui aime la programmation robotique. Elle existe. Il faut juste leur donner les moyens et l'environnement propice pour qu'ils puissent vraiment s'épanouir. Très bien. Donc, quelle est votre satisfaction? C'est-à-dire, quel est le bébé que vous aimez le plus dans l'académie, je dirais? Pas le bébé enfant, je dirais. Bébé par rapport au projet. Je salue mon bébé d'ailleurs, ma petite Lynn qui a 14 mois, qui a démarré avec l'académie maintenant. Et je remercie aussi au passage mon mari qui m'aide beaucoup, sans lequel je n'aurais pas pu, ce projet n'aurait jamais vu le jour. Donc l'académie, vraiment l'objectif, si vous voulez, c'est de démocratiser l'apprentissage du code au niveau des écoles, pourquoi pas. Donc on a un programme qui est spécifique pour les écoles privées. Pour le moment, c'est considéré comme une activité extrascolaire, donc les mardis après-midi ou des journées sorties découvertes robotiques, ou sinon c'est les parents qui viennent et qui ramènent leurs enfants pour des ateliers de robotique. Très bien, donc j'imagine que vous avez aussi votre réseau internet par rapport à la promotion de ce que vous faites, de l'école, etc. Oui. D'accord, donc est-ce que ça porte le nom de l'académie? Oui, RoboKids Academy Algérie. RoboKids. RoboKids. Voilà. RoboKids Academy Algérie. Algérie. Donc vous venez donner l'intitulé de l'organisme dont vous êtes directrice et gérante. Je citais là donc Dounia Rahmin, bienvenue encore une fois dans mon jour et merci de nous avoir permis de découvrir cet espace ô combien ludique et intéressant pour les enfants. Merci. Et là, j'imagine que ça va être très très dense pendant les vacances. C'est vrai qu'on a un programme très intéressant pour les vacances. Donc on invite les parents qui ont des enfants, des petits génies, à venir s'inscrire. On est présent à plusieurs endroits, Babzouar, Alger Centre, Del Ibrahim. Donc il y a vous venez de citer le nom. On est sur Facebook, ils peuvent venir. Et merci encore une fois pour l'invitation. Je voulais juste faire un grand remerciement à mes parents aussi, qui m'ont soutenu toujours. Mon papa Lazhar Bourambouz et ma maman Anissa, que je remercie. En tout cas, passez une excellente nouvelle année 2019, vous et les vôtres. Et vous qui êtes avec nous ce matin, donc dernière ligne droite de l'émission, on va encore parler du savoir, cette fois-ci autrement à travers le prix Assia Djebbar. Mais avant de recevoir notre collègue Amina Zahouf qui était sur le terrain pour cet événement, voici un compte rendu signé Mellel. Suspense a été au rendez-vous hier lors de la soirée dédiée au Grand Prix du roman Assia Djebbar. 66 œuvres de différents genres littéraires étaient en lice. Nahed Boukhalfa s'est vu attribuer le prix pour sa fiction en langue arabe intitulée Sirène, distinction d'un homme optimiste. Le prix Amazir a quant à lui été attribué à Mhenni Khalifi pour son roman Imehvel, les fous. Le prix en langue française a été décerné à Riyad Giroud pour son roman Les yeux de Mansour. C'est une joie indescriptible. Je remercie infiniment ceux qui ont contribué à cette joie. Je viens de la wilaya de Tbessa. Je vous assure, j'arrive même pas à trouver mes mots.
il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'imagination, il y a beaucoup de volonté de représenter une réalité qui tient à cœur aux auteurs. Mais c'est l'écriture qui pêche un petit peu. On a l'impression que les auteurs ne s'efforcent pas d'écrire, que les idées jaillissent, que les mots jaillissent, mais il n'y a pas le travail de la langue. Organisée au Centre international des congrès Abdellatif Rahal à Alger, la 4e édition a été marquée par la participation du ministre de la Communication Jamel Kawen, du ministre de la Culture Azdine Mihoubi, des membres du gouvernement ainsi que de plusieurs figures de la scène culturelle. Nombreux sont les romanciers qui ont participé à cette compétition avec leurs œuvres littéraires écrites dans les 3 langues. À cette occasion, nous les félicitons et nous leur souhaitons d'autres succès pour devenir pourquoi pas aussi célèbres qu'Assia Djebbar. C'est ce que j'ai dit à la fille de la défunte Assia Djebbar. Les ministères de la Culture et de la Communication, à travers leurs 2 entreprises, l'ANEP et l'ENAG, ont soumis leur volonté de vouloir créer une fondation éponyme qui aura pour principale mission l'organisation du prix Assia Djebbar. L'objectif, donner à ce prix une dimension internationale. À la fin de la cérémonie, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a été honoré en reconnaissance à ses efforts consentis pour promouvoir la culture dans le pays. C'était là un reportage signé Camélia Bellel et bien sûr, rappelons que la défunte, donc Assia Djebbar, nous a quittés en 2015 et depuis, dès lors, le prix Assia Djebbar a été instauré. Bien sûr, notre reporter Amina Zahouf nous en dira davantage puisqu'elle a suivi de très près cette manifestation. Bonjour Radia, tout à fait. Donc aujourd'hui, nous allons parler du Grand Prix Assia Djebbar du roman, la plus prestigieuse des distinctions littéraires en Algérie. Donc dimanche dernier, il y a eu la cérémonie de remise de prix. 3 lauréats ont reçu ce prix donc en 3 langues. En langue arabe, c'était Nehed Boukhalfa qui a eu le prix pour son œuvre Destination d'un homme optimiste. Voilà, donc le livre est là. Donc c'est Sirène, Wujhat Rajul Mutafa'il, Destination d'un homme optimiste. Alors ça parle... Très sympathique comme titre en tout cas. Tout à fait. Alors le livre, oui. Alors c'est une avalanche de sentiments. Il y a du regret, il y a du reproche, du chagrin et aussi de la douleur, mais surtout de l'optimisme. Alors c'est l'optimisme de Bachir qui malgré son vécu garde espoir de retrouver le bonheur et la joie de vivre qu'il a perdu suite à la disparition de sa maman. Je lirai volontiers ce type de livre. Oui. Alors je conseille ce livre à lire ou à offrir. De toute façon, il est très très intéressant. Alors les événements de l'histoire se déroulent à Tébessa qui a elle aussi perdu son étoile filante, sa sirène, la statue blanche qui représente pour Bachir, qui représente pour lui l'amour de la maman qui a perdu, mais aussi de la femme en général. Donc le deuxième prix... Très belle métaphore, j'aime bien. Exactement. Alors d'ailleurs, la couverture du livre, c'est... c'est la sirène qu'on voit. C'est la sirène qu'on voit de Tébessa. Et puis, il y a le roman en langue tamazirt qui a été remis à Henni Khlifi pour son œuvre Imhbel, Les Fous, des éditions Cheikh Mohamed Oud Hossein. Donc malheureusement, j'ai pas l'ouvrage, j'ai pas réussi à avoir l'ouvrage. C'est déjà qu'il méritait d'être cité pour avoir été primé, c'est déjà bien. Tout à fait. En langue française, nous avons le roman de Riyad Giroud, donc Les Yeux de Mansour, aux éditions Barzakh. Alors les événements de ce roman se déroulent à Riyad, en Arabie Saoudite. Ça parle d'un homme, Mansour, et qui est sur le point d'être décapité sur Al-Safa Square. Son narrateur nous raconte l'histoire de Mansour. Alors, qui est l'histoire de Mansour? C'est la question que se pose le texte. C'est aussi un ouvrage qui a séduit en tout cas le jury. Tout à fait. Donc, aux téléspectateurs de se faire leur propre idée. De toute façon, moi, personnellement, en tout cas, là aussi, l'image est très, elle parle. C'est également une statue. La statue de l'émir Abdelkader, c'est la statue de l'émir Abdelkader sur la place à Alger, à l'Arbi Ben Mehdi. Voilà. Donc, ce sont là les trois romans qui ont été primés pour cette 4e édition.
il faut dire que l'ambiance était très intéressante, très littéraire du moment. Il y a eu beaucoup de personnalités littéraires qui ont pu justement partager, discuter de l'industrie du livre en Algérie. C'était l'occasion puisque tout le monde y était. Il y a eu aussi, comme on vient de le voir sur le reportage, donc il y a eu le ministre de la Communication, le ministre de la Culture qui a justement d'ailleurs appelé à la création d'une fondation à Siad Jebbar pour lui donner une dimension internationale à ce prix. On a reconnu aussi la ministre de l'Éducation également au Exactement, début du reportage. le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Voilà, donc ce prix a été Aïcha créé. Kessoul aussi, qui nous fait connaître justement la littérature algérienne à travers la radio, était aussi présidente de ce jury. De ce jury. De toute façon, le prix a été créé dans la perspective de promouvoir la littérature et lui donner une audience internationale comme elle a été, Siad Jebbar, elle a toujours été à la quête de l'identité et de l'authenticité. Voilà. J'imagine qu'il y a eu un retour des spécialistes parce que chaque édition quand même permet le retour sur le parcours de cette écrivaine, donc poétesse, réalisatrice cinéma, théâtre, donc qui était assez exceptionnelle, donc qui a vécu le siècle dernier. Tout à fait. Donc il y a eu un retour, il y a eu même les ministres qui ont pris la parole, qui ont présenté leur allocution au début de la soirée, sont tous revenus sur le parcours d'Siad Jebbar, un parcours assez exceptionnel. Sur la dernière photo qu'on vient de voir d'Siad Jebbar, donc on reconnaît l'académicienne parce que c'est quand même l'un des auteurs quand même rares, sont les auteurs admis à l'Académie française, donc auteur d'expression française. Tout à fait, elle a eu de prestigieuses distinctions, elle a été couronnée plusieurs fois. En 1999, elle a été élue membre de l'Académie royale de langue et de littérature française en Belgique, puis elle a été élue en juin 2005 à l'Académie française, et puis elle a été la première écrivaine nord-africaine à y être élue, et puis comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle décède en 2015, c'était le 6 février. Merci beaucoup Amina Zahouf de nous avoir permis de faire ce petit voyage à travers un événement qui a marqué Alger cette semaine, un événement marquant. Aujourd'hui j'ai du mal, mais bon, c'est dû au réveil. Ça va? Oui, ça fait plaisir en tout cas de vous retrouver parmi l'équipe de Bonjour d'Algérie dont vous avez fait partie au départ. Oui, je renoue avec l'équipe de Bonjour d'Algérie à travers ce plateau. Ça fait quelques années que j'ai pas eu l'occasion de partager un moment sur le plateau de Bonjour d'Algérie avec vous. En tout cas, à travers vous, on salue toute l'équipe qui a travaillé depuis la naissance de cette émission. On leur souhaite une bonne et excellente année, donc une bonne fin d'année également. Tous mes vœux donc s'adressent à vous et aux vôtres aussi. Merci. Tout aussi mes vœux de bonheur et de joie pour cette fin d'année, pour la nouvelle, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, passez une excellente journée. Merci. Et on vous retrouvera sur les éditions des journaux, bien sûr. Vous nous présentez si bien ce journal de Canal Algérie. Donc, passez une excellente journée. Vous également qui nous avez suivis ce matin, mesdames, messieurs, merci de nous être fidèles. Merci de suivre le programme, votre magazine Bonjour d'Algérie. Et puis, bien sûr, on vous promet encore le meilleur de l'actualité dès demain avec Amel Almi cette fois-ci qui prendra le relais. Et puis, Mahrez sera aux commandes le week-end. D'ici là, portez-vous bien. Moi, je vous retrouve pour les dernières émissions 2019 à partir de lundi 2010. 18 je suis déjà au nouvel an.